Il s'agit de la lutte pour la liberté, tout court. Vous savez que la colonisation de la région de la Boucle du Mohon n'a pas été facile. Les peuples se sont opposés, mais ont quand même été dominés par la colonisation. Mais malgré cette domination, la lutte s'est poursuivie sous plusieurs formes. Et il y a eu ce qu'on a appelé les luttes de résistance. Et ce sont ces luttes de résistance qui ont amené la lutte que nous appelons les héros de la révolte. C'est une révolte qui s'est produite dans la région de la Boucle du Mohon vers 1915-1916. Cette révolte a été due à quoi? Et lorsque le colonisateur s'est installé, il a déployé son administration avec des méthodes que les populations ne pouvaient pas supporter. Première des choses, il y a eu ce que l'on a appelé le portage. Le portage, c'est le transport, mais transport, bien sûr, sur la tête, il n'y a pas de moyen de transport. Si un fonctionnaire était affecté de Dédougou à Bamako, il fallait transporter ses bagages sur la tête. Lui-même, sa femme et ses enfants, il faut les transporter, il ne marche pas. On les transporte en hamac. Et les transporteurs doivent avoir un pas rythmé de manière à ne pas balancer les transporter. Ah oui. Et tout cela se faisait sous la chicotte. Oui. Pendant que vous marchez, on vous chicote. Donc le portage a été une des raisons de la révolte. À un moment donné, les gens ne supportaient plus. Et pendant ce transport, lorsque vous voyagiez, il n'était pas question de dire que vous êtes fatigué avant d'arriver à terme. Il y avait des étapes. Par exemple, si vous devez aller d'ici Koutiala, Dédougou, on partait à Koutiala. C'était notre étape, Dédougou-Koutiala, au Mali. Pour un fonctionnaire qui va à Bamako. Donc, si vous quittez Dédougou pour aller à Koutiala, vous ne devez pas être fatigué avant Koutiala. Si vous êtes fatigué, on vous abat et on continue. Donc, déjà, ça avait préparé négativement les esprits. Et deuxième aspect de la révolte, c'était les travaux forcés. Travaux forcés parce qu'avec l'arrivée du colonisateur, on a commencé à ouvrir des routes, celles que nous on ne connaissait pas. Nous on marchait sur nos pistes. Il fallait ouvrir des routes pour peut-être le passage de monsieur le gouverneur qui viendrait de Bamako une ou deux fois tous les 5 ans. Mais il faut damer la route et attendre ce passage-là. Et pendant que vous damiez la route, c'est toujours la chicotte. Il y avait l'impôt. Nous n'avions aucune notion de l'impôt. Et on se demandait pourquoi payer quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc l'impôt aussi, ça pesait sur les gens. Et surtout, l'impôt à l'époque, c'était en nature au départ. En nature, c'est-à-dire, vous donnez un produit, pas de l'argent, mais un produit. Et le produit essentiel que les gens demandaient, c'était quoi? C'est le caoutchouc, c'est le charbon, et c'est les oléagineux, c'est-à-dire l'arachide ou le karité. Et la récolte de ces produits empêchait les gens de produire les vivres dont ils ont besoin pour manger. Donc ça créait la famine. Donc tout ça, ça fait que les gens souffraient. Et maintenant, le vase, non, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la construction de la route à partir de Warkoy jusqu'à Safana. Dans un petit village à côté de Warkoy qu'on appelait Bona. C'est en faisant cette route-là qu'il y avait un garde républicain qui était très méchant, comme on le dit. Au fur et à mesure que les gens travaillaient, lui, il frappait les gens. Et parmi les travailleurs, il y avait une femme en grossesse. Il a tellement frappé la femme qu'elle est tombée et elle est morte sur le chantier. C'est ça qui a révolté les gens sur ce chantier. Le village de Bona, c'est un village d'Afrique. Mais on dit aujourd'hui
quelque part, c'est pas tout à fait vrai. Les Dafins, ils ont eu peur, ils ont déclenché la guerre, et quand ça a chauffé, ils ont fui. Ils ont laissé la bataille entre les mains des Boaba. C'est pour cela qu'on dit que c'est la révolte des Boaba, c'est pas vrai. C'est la révolte des Dafins d'abord. Voilà. Et donc, on a attrapé le garde, on l'a tué, on l'a découpé en morceaux de colère. Mais comme c'est un agent de l'administration coloniale, il fallait s'attendre à des représailles. Et c'est là que les représailles ont commencé. Maintenant, lorsque ça a commencé, les gens venaient de partout pour affronter les colonnes coloniales, les troupes coloniales. Et si bien que, d'abord autour de Warkoy, Dédougou, Warkoy, Bondokou et tout ça, Luna, Tougan, Waïguya, les gens sont venus de partout, même de Mopti au Soudan, au Mali. Tout le cercle de Mandiakoui est venu ici à cette guerre-là. C'est au Mali. Donc c'est un truc qui est assez... C'est très grand, c'est pas une petite révolte. Mais les colons n'ont pas voulu reculer. Quand ça n'allait pas du tout, ils se retiraient. Il allait trouver des amis qui l'accueillaient. Il s'approvisionnait en armes et en hommes et il revenait à l'attaque. C'est ça qui fait que ça a duré pendant des années. Mais il a fini par avoir le dessus parce que, bon, il y avait des défaitistes parmi les rangs des révoltés. Il y en a qui ont supporté, il y en a qui n'ont pas supporté. Ils se sont rendus, ils ont renforcé. Et donc, il y a eu beaucoup de morts. La répression a été sanglante. Il y a des villages entiers qui ont disparu. Autour de Dédou, on peut même compter déjà une dizaine, même autour de Dédou ici. Il y a une brousse ici, derrière là qu'on appelle Pécui. Les gens croient que c'est une brousse. Ce n'est pas une brousse, c'est un village qui a disparu. Et si vous allez sur la route de Ouagadougou, au niveau de Carmel, il y a une croix sur la colline, il y a une colline là. Au bas de cette colline, il y avait un village qui a disparu totalement. Si vous allez au nord de Carmel, il y avait un autre village. S'il y a un Yéhou ici, c'est leur village, le village des Yéhou, totalement disparu. Donc, beaucoup de gens sont morts, mais ils ne sont pas morts pour rien. C'est parce que les gens ont lutté, ils ont revendiqué quelque chose et ça a été plus ou moins abordé. Car souvenez-vous qu'en 1916, la Haute-Volta n'existait pas d'abord. Il n'y avait pas la Haute-Volta. Et c'est après cette révolte-là que ce vice-gouverneur qui était à Ouagadougou a dit que le centre de décision étant trop loin de la région, on ne peut pas contrôler les révoltes. Il faut nommer un gouverneur à Ouagadougou. Il faut créer le territoire de Haute-Volta avec un gouverneur à Ouagadougou. Donc on a créé maintenant la Haute-Volta en 1919. Sinon la Haute-Volta n'existait pas. C'est à cause de cette révolte-là qu'on a créé le territoire de Haute-Volta avec un gouvernorat à Ouagadougou. Donc déjà, la guerre a eu quelque chose de positif. On a eu un peu de liberté, on a eu un peu d'autonomie, c'est-à-dire une gouvernance rapprochée, et ça c'était des avantages. Maintenant, on a eu ça comme acquis. Qu'est-ce que nous en avons fait? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Voilà, le territoire a été créé. Le territoire devait aller toujours de lutte en lutte, hein, parce que rien n'est cadeau, rien n'est gratuit. On devait aller de lutte en lutte pour améliorer nos conditions. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Moi, je ne réponds pas à la question, mais je la pose. Voilà, donc, pour se souvenir de tout ce qui s'est passé, qu'il y a eu des drames, mais il y a eu aussi des points positifs, il fallait symboliser ça par un monument que nous appelons monument des héros de la révolte de 1915. 1915-1916. Voilà, donc, c'est à partir de ça qu'il y a eu la Haute-Volta et à partir de ça que nous avons évolué vers ce que nous sommes aujourd'hui. Mais la conclusion
La vie est faite de combats. Une victoire n'est jamais acquise. C'est quelque chose de perpétuel. Parce que si on se rend compte, 1896, 1915-16, là, ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. Il s'agit pour nous de lutter pour notre liberté. Autrement, si on ne le fait pas, nous deviendrons les esclaves. Bon, si quelqu'un est né pour être esclave, bon, c'est à nous de choisir.